Il y a un plan, presque au début de Backrooms, où il ne se passe rien. Clark, seul la nuit dans son magasin de meubles à petit prix, remarque qu'une portion du mur de son sous-sol ne correspond à rien. Pas de tuyauterie derrière, pas de raison d'être là. Juste un renfoncement qui n'a pas de sens dans le plan du bâtiment. Aucune musique inquiétante, aucune silhouette, aucun jumpscare. Juste un détail de trop. Ken Parsons, le réalisateur, montre là qu'il a compris quelque chose que beaucoup de films d'horreur ratent. L'angoisse la plus tenace ne vient pas de ce qui surgit, elle vient de ce qui ne devrait pas être là, et qui pourtant s'y trouve. Parsons connaît le terrain. En 2022, à 16 ans seulement, il publiait sur YouTube, sous le pseudonyme Ken Pexels, un found footage de 9 minutes qui allait littéralement lancer le genre. Un caméraman tombe par accident dans un espace parallèle, fait de couloirs jaunes et de néons bourdonnants, poursuivi par une créature filiforme. La vidéo dépasse aujourd'hui les 70 millions de vues. 4 ans plus tard, à peine âgé de 20 ans, il devient le plus jeune réalisateur de l'histoire à occuper la première place du box-office américain. Le tournage lui-même a rejoué à sa façon la même désorientation que celle qu'il met en scène. Le premier fichier numérique que Parsons a transmis à son chef décorateur, pensé comme le plan idéal des backrooms, était si démesuré qu'il a fait planter l'ordinateur censé l'ouvrir. Même sur le papier, avant la moindre prise de vue, le labyrinthe débordait déjà de son propre créateur. Le court-métrage de 2022 vaut le détour. On y suit Kane, caméraman amateur, glisser à travers le sol pendant le tournage d'une scène anodine et se retrouver seul, dans un dédale de couloirs jaunes, montant un escalier, traversant une galerie vide, longeant un gouffre bordé d'une infinité de fenêtres identiques, avant de trouver une porte marquée d'un panneau de sortie qui ne débouche que sur le même entrelac de murs. Le long métrage de 2026 reprend et prolonge cette même impasse. Le film s'ouvre en 1990 et son personnage principal n'a au départ rien d'un explorateur de l'étrange. Clark tient un magasin de meubles discount, un ancien architecte qui n'a jamais rien construit de sérieux et qui vend aujourd'hui des canapés en solde à des clients qui ne viennent plus. Il traverse un divorce difficile, il boit trop et il a pris l'habitude de dormir sur place plutôt que de rentrer chez lui. Ce n'est qu'après une nuit de plus passée dans les rayons, seul, qu'il remarque cette anomalie dans le sous-sol et finit par y tomber. Le choix de scénario est intéressant et on y reviendra au prochain chapitre. Avant même que l'espace ne se dérègle, c'est déjà la vie de Clark et jusqu'à sa vocation avortée qui n'a plus de structure. Le labyrinthe n'invente pas le vertige, il lui donne une forme physique. Une fois de l'autre côté, le film change de grammaire visuelle. Le directeur de la photographie, Jeremy Cox, a fait le choix, salué par plusieurs critiques nord-américains, d'un rendu caméscope très net, plutôt que de la traditionnelle caméra à l'épaule tremblante du found footage low cost. On y voit distinctement une moquette élimée, des murs jaunes pâles, des néons dont le bourdonnement continu devient à la longue une présence à part entière, presque un personnage. Rien n'est esthétisé, rien n'est spectaculaire, et c'est bien ce parti pris qui rend le lieu si dérangeant. On dirait un couloir de bureau des années 90 qu'on aurait laissé tourner à vide pendant 30 ans. Dès les premières minutes passées dans cet espace, ce qui frappe n'est pas tant ce que l'on voit de ce que l'on ne parvient plus à situer. Chaque salle ressemble à la précédente, sans jamais lui être identique, ce qui empêche toute mémorisation fiable du trajet. Clark avance, revient, recommence, et le montage refuse obstinément de nous donner un plan d'ensemble qui rassurerait. On ne sait jamais s'il progresse ou s'il tourne en rond. Certains spectateurs y verront de la paresse narrative, d'autres une fidélité totale au sujet. Mais l'effet, lui, est réel. Au bout d'un moment, c'est le spectateur lui-même qui perd patience avec l'espace, qui voudrait qu'une porte, enfin, mène quelque part. Ce qui rend cette traversée si dérangeante,
c'est justement l'absence d'excès visible. Le film ne cherche pas à multiplier les créatures ni les effets. Sa figure la plus reconnaissable, une réplique difforme de Clark lui-même, que la production a surnommé Pirate Clark, n'apparaît d'ailleurs que tardivement, et on y reviendra d'ailleurs en détail plus tard. La production a construit près de 2787 mètres carrés de décors physiques, pour éviter justement le recours systématique aux effets numériques. Et cette matérialité se sent à l'écran. Une tache d'humidité sur un mur, un fauteuil de bureau renversé, une porte coupe-feu qui ne mène qu'à un couloir identique à celui qu'on vient de quitter. Pris séparément, ces détails n'ont rien d'effrayant. Mis bout à bout et répétés à l'infini, ils finissent par produire une sensation d'enfermement presque physique. Le film dépasse alors son propre décor pour toucher quelque chose de plus large. On ne vit jamais dans un espace neutre. On habite les lieux qu'on charge de sens. On reconnaît des trajets, des habitudes. Et même lorsqu'on se perd dans une ville ou un bâtiment inconnu, cette perte reste provisoire. On sait quelque part qu'une sortie existe, qu'un plan pourrait nous être utile. Les backrooms suppriment précisément cette assurance en instaurant un espace où la répétition rend toute cartographie inutile. Qui n'a jamais ressenti, ne serait-ce qu'un bref instant, ce léger vertige propre aux lieux trop grands, trop vides, trop identiques à eux-mêmes? Un aéroport désert en pleine nuit, un couloir d'hôtel où toutes les portes se ressemblent, un centre commercial fermé, dont les enseignes éteintes transforment l'espace en coquille sans fonction. Ce n'est pas un hasard. Le concept même de Backrooms est né en 2019 d'une photo anonyme postée sur 4chan, dans un fil qui demandait des images, donnant simplement l'impression que quelque chose cloche. Backrooms, le film, ne fait que prolonger cette intuition jusqu'à son point de rupture, jusqu'au moment où le familier bascule dans l'étrange. L'entrée dans le labyrinthe fonctionne ainsi comme un piège perceptif dans sa banalité même. Rien n'y semble d'abord hostile, et pourtant tout s'y dérègle lentement, jusqu'à ce que le spectateur perde à son tour ses repères, non pas seulement spatiaux, mais narratifs, puisque le film refuse assez longtemps de dire où cette histoire va nous mener. De ce glissement naît la vraie question du film, une question qui dépasse largement son propre argument. Que devient une existence lorsque l'espace cesse d'être habitable au sens où on l'entend d'ordinaire, lorsque les lieux ne renvoient plus à un usage ni à une mémoire, mais à leur seule répétition? C'est cette question que Clark va emporter avec lui bien après avoir quitté ou cru quitter le sous-sol de son magasin. Lui qui, on l'a dit, avait déjà renoncé à construire quoi que ce soit avant même d'y tomber. Si les backrooms troublent à ce point, ce n'est sans doute pas uniquement parce qu'elles inventent un espace inédit. Elles réveillent aussi une mémoire bien plus ancienne, une mémoire que l'on pourrait croire propre à l'Internet des années 2020, mais qui remonte en réalité à la Grèce antique, celle du Dédale. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe n'est pas un simple lieu complexe, c'est une construction voulue, une architecture pensée pour perdre quiconque y pénètre et rendre toute sortie impossible sans aide extérieure. Cette intentionnalité en fait presque plus un objet philosophique qu'un décor. Le Dédale n'est pas seulement un espace, c'est une idée coulée dans la pierre, une manière de matérialiser la perte de repères, comme condition imposée à un corps vivant. Au centre de cette histoire, il y a Dédale lui-même, artisan et inventeur, figure ambiguë d'un génie capable de construire une structure dont il ne maîtrise déjà plus entièrement les conséquences. L'intelligence technique porte en elle sa propre part d'imprévu, et toute architecture suffisamment complexe finit par échapper à celui qui l'a conçue. On l'a vu dès l'introduction, avec ce fichier numérique déjà trop vaste pour l'ordinateur censé le contenir. Le labyrinthe n'est donc pas seulement une prison pour le Minotaure qui l'enferme. Il démontre aussi qu'on peut produire quelque chose sans pouvoir en garantir l'usage. Quand Thésée entre dans le labyrinthe, ce n'est pas un simple acte de bravoure, c'est une descente dans un espace dont les règles lui échappent totalement.
où la victoire ne dépend pas seulement de la force, mais de la capacité à ne pas se perdre, à garder un lien visible entre son mouvement présent et le monde extérieur. Ce lien, c'est le fil confié par Ariane. Bien plus qu'un simple accessoire de conte, il permet à Thésée de rester lui-même dans un espace qui tend à dissoudre toute identité. On retrouve d'ailleurs cette absence de fil dès l'origine de la saga, dans le court-métrage de 2022 évoqué précédemment. Ken, livré à lui-même dans le dédale des couloirs jaunes, ne dispose d'aucun objet, d'aucune aide extérieure comparable à celle qu'Ariane offre à Thésée. La seule porte marquée d'un panneau de sortie qu'il parvient à ouvrir ne débouche que sur le même entrelac de murs. Là où le mythe grec organise la sortie du labyrinthe autour d'un geste de médiation entre deux personnes, le found footage fondateur de Ken Parsons commence par retirer jusqu'à la possibilité même de ce geste. On y erre seul, sans qu'aucune Ariane n'attende dehors. Ce mythe contient déjà presque intégralement les tensions que Backrooms réactive sous une forme actualisée. Le labyrinthe grec n'est pas seulement dangereux, il rend l'individu totalement dépendant d'un lien extérieur à lui-même, d'une mémoire spatiale incarnée dans un objet simple. Sans le fil, Thésée n'est pas juste en danger, il est condamné à une errance potentiellement infinie. Il y a d'ailleurs une manière assez nette de voir comment le film de Ken Parsons rejoue, presque malgré lui, cette structure, et pas seulement à travers ses personnages. Clark descend seul dans les backrooms, comme Thésée dans le labyrinthe. Sa thérapeute, Mary Klein, joue plus tard, on y reviendra, un rôle assez proche de celui d'Ariane. Sauf qu'ici, c'est elle qui finit par entrer dans le dédale à son tour, ce qui n'arrive jamais dans le mythe original. Mais il y a plus frappant encore, et le scénario ne s'en cache pas vraiment. Avant de vendre des canapés en solde, Clark a étudié l'architecture. C'est un architecte qui a échoué, ou qui a renoncé. On ne sait jamais très bien lequel des deux, et qui se retrouve, par un facétieux hasard de scénario, propulsé au cœur de la plus grande architecture jamais conçue, sauf que celle-ci n'a été conçue par personne d'identifiable. Le parallèle avec Dédale saute alors aux yeux, à ceci près qu'il est inversé. Dédale est l'architecte qui construit un piège dont il perd ensuite la maîtrise. Clark, lui, est l'architecte qui n'a jamais rien construit, précipité malgré lui dans un piège que personne n'a dessiné, ou que tout le monde a dessiné à la fois, puisque le lieu semble s'assembler de lui-même à partir des restes fonctionnels du monde ordinaire. Si le mythe grec racontait la responsabilité vertigineuse du créateur face à sa création, Backrooms raconte peut-être l'inverse. L'expérience de celui qui hérite d'une architecture sans avoir jamais eu voix au chapitre, sans même savoir si elle a été voulue par quelqu'un. Clark ne porte pas le nom de Dédale, il en porte le manque. La compétence sans l'œuvre, le regard d'architecte sans le pouvoir de bâtir quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il tombe littéralement dans la seule structure à la mesure de son ambition perdue. Et le monstre du film, la créature que l'équipe a surnommée Pirate Clark, n'a ni le nom ni le poids symbolique du Minotaure. On y reviendra plus loin, mais elle n'apparaît que tardivement et reste comparée à l'ampleur du lieu lui-même, une présence quasiment secondaire. Ce qui, on le verra, change complètement la nature du danger. Il faut mesurer ce déplacement. Dans l'imaginaire antique, le Dédale est un lieu d'exception, presque monstrueux dans sa structure, une anomalie architecturale conçue pour contenir une anomalie biologique. Il reste séparé du monde ordinaire, un ailleurs radical, quelque part sous le palais de Knossos. Dans le film, à l'inverse, l'espace labyrinthique surgit du plus banal des décors, le sous-sol d'un magasin de meubles discount dans une ville américaine ordinaire, en 1990. Rien ne prévient qu'on est à la lisière d'un mythe. Cette bascule est essentielle. Elle signifie que le labyrinthe n'est plus un lieu extérieur au réel, mais une potentialité qui dort à l'intérieur de celui-ci. Le monde contemporain n'a plus besoin d'un architecte légendaire pour produire de la perte de repères. Il lui suffit de multiplier à l'infini des espaces déjà fonctionnels, déjà familiers,
jusqu'à ce que leur répétition dissolve toute singularité perceptible. Il y a une dernière ironie dans le mythe grec qu'on oublie souvent de mentionner. Dédale lui-même finira enfermé dans son propre labyrinthe par Minos, qui craint qu'il n'en révèle le secret. L'architecte devra construire, pour s'en échapper avec son fils Icare, des ailes de cire, une seconde invention, tout aussi vertigineuse que la première, et qui se retournera à son tour contre lui, puisqu'Icare y laissera la vie en volant trop près du soleil. Le créateur, décidément, n'échappe jamais tout à fait à ce qu'il a créé, quand bien même il en invente une nouvelle sortie. Backrooms, sans jamais le nommer, hérite aussi de cette part-là du mythe. On pourrait dire que Backrooms réalise une forme de démocratisation du dédale, non pas une ouverture, mais une généralisation. Le labyrinthe n'est plus caché sous une île, ni enfermé dans une légende. Il est potentiellement partout, tapi dans l'uniformité de certains environnements modernes. Cette uniformité qui rend les lieux interchangeables et finit par produire une étrangeté paradoxale, celle du familier devenu méconnaissable. Ce déplacement modifie aussi profondément la nature du danger. Dans le mythe, le danger a un nom, une forme. C'est le Minotaure. Dans le film, il reste diffus, presque abstrait. Quand il se manifeste enfin sous les traits de Pirate Clark, il semble presque secondaire face à l'architecture infinie qui l'entoure. Le récit n'est plus structuré par la confrontation avec un monstre, mais par la confrontation avec un espace qui rend toute confrontation impossible, puisqu'il se reproduit indéfiniment à l'identique. C'est ici que le mythe du Dédale prend une résonance neuve. Il n'est plus seulement un récit fondateur de l'imaginaire occidental. Il devient une grille de lecture pour penser notre rapport contemporain à l'espace, à la perte de repères, à l'angoisse de la répétition. Là où les anciens proposaient encore une sortie, un geste salvateur, un fil à suivre, Backrooms pose une question plus inconfortable. Que se passe-t-il quand le fil lui-même disparaît, quand même l'idée d'une orientation extérieure s'effondre? C'est peut-être précisément de cette absence de fil que naît l'angoisse propre au labyrinthe moderne. Si le mythe du Dédale est la matrice ancienne de cette angoisse, il faut se demander ce que Backrooms en fait concrètement lorsqu'il le transpose dans notre époque. Il ne se contente pas d'illustrer les éléments du mythe, il opère une vraie mutation de sa substance, comme si le labyrinthe, plutôt que d'être reconstruit à l'identique, avait été dissous dans la matière la plus ordinaire du monde contemporain pour mieux en révéler les failles. Le passage du labyrinthe antique au backrooms n'est pas qu'un changement de décor, c'est un changement de régime. Dans la tradition mythologique, le Dédale est unique, localisé, construit pour un usage précis, presque sacré dans sa fonction de prison architecturale. Dans le film, à l'inverse, l'espace labyrinthique naît de la répétition industrielle de lieux sans qualité propre. Moquette jaunie, murs bégeâtres, plafonds modulaires, néons qui clignotent. Ce sont des matériaux d'architecture fonctionnels, administratifs banals, mais détachés de tout usage identifiable. Ils semblent soudain privés de justification, comme une coquille spatiale vidée de son sens. Ce que Ken Parsons a voulu en construisant près de 2787 mètres carrés de décors réels, plutôt que de tout confier aux images de synthèse, c'est précisément cette matérialité. Le chef décorateur, Danny Vermette, qui a dû faire tenir l'ensemble sur 4 plateaux, comme on assemble un Tetris, a délibérément travaillé la verticalité des lieux. Seul en pente, passage à ramper, recoins trop bas pour se tenir debout, de sorte que les acteurs entretiennent avec le décor un rapport physiquement inconfortable plutôt qu'un simple parcours horizontal. On sent le poids de la moquette sous les pas, la texture du plâtre, la chaleur électrique des néons. Plusieurs critiques ont salué d'ailleurs cette réussite technique. Le film parvient, dans presque chaque séquence tournée dans les backrooms, à donner une consistance physique à un lieu qui, sur le papier, n'a aucune logique. D'autres, en revanche, ont pointé du doigt une faiblesse liée à cette même ambition. Le versant scientifique de l'intrigue, porté par le personnage de Phil, le chercheur joué par Mark Duplass,
chargé de comprendre le phénomène pour le compte de l'Institut Async qu'il emploie. Mais cela reste flou, presque abandonné en cours de route, comme si le film lui-même renonçait à cartographier ce qu'il montre. Ce souci du détail matériel n'empêche pas le film de jouer aussi la carte de l'impossible. Plusieurs critiques ont noté la parenté du décor avec les architectures de M.C. Escher, ces couloirs qui semblent se refermer sur eux-mêmes, ces perspectives qui ne mènent nulle part de cohérent. On retrouve là un motif déjà présent dans le court-métrage de 2022, avec son gouffre interminable bordé de fenêtres identiques. Une géométrie qui n'obéit à aucune loi de construction réelle, mais qui reste pourtant filmée avec un tel littéralisme qu'elle en devient presque crédible. Ce choix esthétique n'est d'ailleurs pas improvisé. Parsons a lui-même cité parmi ses influences directes le jeu vidéo Portal pour son architecture d'énigmes impossibles, la série Mr. Robot pour son rapport trouble à la réalité, ainsi que les films Punishment Park et One Hour Photo pour leur manière de traiter des lieux fonctionnels comme des dispositifs de contrôle. Cette généalogie, disparate en apparence, dessine un fil cohérent, celle d'une esthétique qui traite l'architecture ordinaire, bureau, laboratoire, magasin, comme une mécanique déjà un peu folle, bien avant que quiconque n'y bascule dans un dédale. Cette hésitation n'est peut-être pas qu'un défaut d'écriture, elle dit aussi quelque chose du sujet. Comment cartographier un lieu dont la seule loi est de ne jamais se laisser cartographier? Dans certaines séquences, les personnages avancent dans des couloirs qui semblent interminables, et chaque porte ouverte débouche sur une configuration presque identique à la précédente, assez semblable pour interdire toute certitude, et assez différente pour empêcher toute reconnaissance. Le montage refuse les coupes dynamiques du cinéma d'action classique. Le temps épouse la logique du lieu, une temporalité étirée, presque sans événement. Ce qui se trouve alors mis en scène dépasse le simple espace. C'est la possibilité même de s'orienter comme acte cognitif. Se repérer suppose un minimum de stabilité dans l'environnement, la capacité à distinguer des points fixes. Or, les backrooms détruisent méthodiquement cette condition, en produisant une homogénéité telle que la mémoire spatiale devient inutile. Un comble pour un lieu qui, à l'origine, était un magasin de meubles, c'est-à-dire un endroit dont toute la fonction consiste justement à aider les gens à organiser leur propre espace. Cela touche à quelque chose de plus intime qu'une simple question d'itinéraire. Se perdre est toujours aussi une expérience de déstabilisation du soi, dans la mesure où l'identité repose en partie sur la capacité à se situer dans un monde cohérent. Savoir où l'on est, c'est déjà savoir un peu qui l'on est, ou du moins maintenir l'illusion d'une continuité entre soi et son environnement. Cette continuité, Clark l'a déjà largement perdue avant même de tomber dans les backrooms. Le film ne fait en un sens que rendre visible à l'écran un effondrement qui avait commencé d'ailleurs, dans son mariage, dans sa gestion de l'alcool, dans cette carrière d'architecte qu'il a laissé filer, sans même s'en rendre compte. Dans cette perspective, Backrooms propose une version du dédale sans centre, un dédale dont le centre ne serait jamais atteignable, parce qu'il se reproduit à l'infini dans toutes les directions, plutôt que d'organiser une vraie tension entre l'entrée et la sortie. On y reviendra plus tard à propos de ce que sortir veut encore dire ici. C'est aussi ici que se joue une différence nette avec les récits d'horreur les plus classiques. D'ordinaire, l'espace est structuré pour produire une progression. On entre dans un lieu, on en découvre les dangers, puis on en sort, ou on y succombe. Dans Backrooms, cette logique est suspendue au profit d'une errance qui ne débouche sur aucune résolution nette. La réception critique, à sa sortie, s'est d'ailleurs largement organisée autour de cette question de la clarté. Certains regrettant que le film explique trop, d'autres qu'il n'explique pas assez. Ce qui en creux dit assez bien à quel point l'équilibre était difficile à tenir pour un objet grand public, adapté d'une œuvre culte volontairement énigmatique. Cette tension entre mystère et clarté transforme profondément la manière dont on regarde le film. À mesure que Clark avance, rien ne garantit que ce mouvement corresponde à une progression réelle.
Et c'est cette incertitude, plus que n'importe quel effet ponctuel, qui installe une angoisse diffuse et durable. On pourrait dire que le film ne raconte pas simplement une histoire de labyrinthe, il propose une expérience de labyrinthe, où le spectateur lui-même se retrouve en position de désorientation cognitive. Non pas parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, mais parce qu'il ne parvient jamais à stabiliser ce qu'il comprend. Dans les récits antiques, le labyrinthe n'est jamais un espace neutre où l'on se perdrait par accident. Il est toujours structuré par une présence centrale, une tension dramatique, une figure du danger qui donne à la désorientation sa raison d'être. Comme si l'angoisse spatiale ne pouvait exister sans la promesse d'une confrontation finale, d'un moment où le cheminement prendrait sens en débouchant sur une épreuve identifiable. Dans le mythe, cette figure, c'est le Minotaure, présence à la fois terrifiante et paradoxale, enfermée autant qu'enfermante, centre vivant d'une architecture conçue pour contenir une violence primitive. Entrer dans le dédale, c'est s'exposer à une rencontre, à une épreuve, à une mort possible, mais une mort qui garde encore la forme d'un récit. Or, c'est précisément cette économie du monstre que Backrooms déplace, et il faut ici corriger une confusion répandue jusque dans une partie de la presse qui a couvert le film. La créature qu'incarne à l'écran Robert Bobrovsky, un ancien joueur de basketball d'origine roumaine qui mesure 2,31 m et évolué au niveau universitaire aux États-Unis, ne s'appelle pas la Lifeform. Ce nom désigne, dans la mythologie que Parsons a bâtie depuis 2022, une toute autre catégorie d'entités, des créatures filiformes et à peine humaines, de nature plutôt organique, qui hantaient déjà le found footage originel. Le personnage de Bobrovsky appartient à une famille distincte que la production appelle les still life, des répliques que les backrooms produisent en copiant un être humain qui s'y attarde trop longtemps, comme un scanner corrompu reproduirait un corps avec des erreurs. Celle qui apparaît dans le film, surnommée Pirate Clark, est très précisément une copie difforme de Clark lui-même, engoncé dans le costume de pirate qu'il porte dans la publicité ratée de son magasin. Ce n'est pas un détail de production, c'est peut-être la clé de voûte du film. Le monstre n'est pas une menace venue d'ailleurs pour perturber le parcours de Clark. C'est Clark retourné contre lui-même, déformé par le lieu autant qu'il l'habite. On comprend alors pourquoi elle n'apparaît que tardivement, et pourquoi elle ne condense jamais vraiment la peur du film à elle seule. Elle n'a pas besoin d'apparaître tôt, puisqu'elle a toujours été là, sous une forme non encore visible, depuis le moment où Clark a cessé d'habiter sa propre vie. Ce n'est qu'à partir du moment où Mary Klein, la thérapeute de Clark, s'aventure elle-même dans l'espace pour le retrouver, que des créatures hostiles commencent réellement à patrouiller les pièces. Jusque-là, la peur ne vient pas de ce que l'on rencontre, mais de ce que l'on traverse sans fin, de cette continuité spatiale qui ne propose aucune rupture décisive. Il existe une version littéraire de cette même idée, écrite bien avant qu'aucune webcam ne filme le moindre couloir jaune. Dans La Maison d'Astérion, Jorge Luis Borges raconte le mythe du labyrinthe de Crète depuis l'intérieur, à travers la voix du Minotaure lui-même, qui ne se perçoit pas comme un monstre enfermé, mais comme le seul habitant légitime d'une maison sans pareil, et qui ne comprend d'ailleurs pas pourquoi les visiteurs, de passage, semblent redouter d'en franchir les couloirs. La nouvelle ne révèle qu'à sa toute dernière ligne, avec un aplomb presque cruel, ce que le lecteur pressentait sans se l'avouer, que la créature et le lieu ne font qu'un, que le monstre n'est jamais qu'une manière de nommer ce qu'un espace peut produire chez celui qui l'habite trop longtemps. Pirate Clark, à sa façon très contemporaine et très américaine, raconte exactement la même chose. Un homme et son architecture finissent par devenir indiscernables l'un de l'autre. L'errance devient alors le véritable centre du dispositif, un centre paradoxal, puisqu'il n'a ni forme ni visage fixe, ou plutôt, puisqu'il n'a qu'un seul visage possible, celui de Clark lui-même. Elle n'est plus une simple conséquence du labyrinthe, elle en devient la substance. Ce qui rend Backrooms particulièrement intéressant sur ce point,
c'est que cette errance spatiale entre en résonance directe avec l'errance intérieure de Clark. Un homme en plein divorce, aux prises avec l'alcool, qui dort déjà dans son magasin plutôt que de rentrer chez lui. Voilà quelqu'un pour qui avancer sans but n'est pas une nouveauté produite par le lieu, mais une manière de vivre qui précède sa chute dans les backrooms. Le film le montre bien. Au fil du récit, Clark finit par préférer se perdre dans ce monde, sans queue ni tête, plutôt que d'affronter le sens, ou l'absence de sens de sa vie réelle. Il s'y enferme presque volontairement, revenant même quand rien ne l'y oblige. Un comportement que plusieurs critiques ont rapproché, non sans raison, d'une logique d'addiction plus que d'exploration. Dans certaines séquences, cette logique devient presque physique. Clark avance de longues minutes sans que son environnement change de manière perceptible. Et le spectateur lui-même finit par éprouver une fatigue de perception, provoquée non par l'action mais par son absence. La peur de ce qui pourrait surgir cède la place à l'usure progressive de toute attente, comme si l'angoisse naissait ici de l'impossibilité même d'un événement. Cette dimension est essentielle pour comprendre ce que le film raconte réellement sous son argument de genre. L'errance dans Backrooms ne désigne pas qu'une désorientation géographique, c'est une manière d'être au monde, où le sujet n'est plus capable de fixer une trajectoire, ni même de se représenter une direction possible. Le personnage de Phil, avec ses explications scientifiques qui n'aboutissent jamais vraiment, illustre à sa façon cette même impasse. Même la raison échoue à donner une forme au problème. On peut ici mobiliser une intuition plus large. L'être humain supporte mal l'absence de réponse, mais il supporte encore plus mal l'effondrement des questions elles-mêmes, c'est-à-dire des cadres qui rendent une interrogation intelligible. Dans Backrooms, cette crise est poussée loin. Il n'y a plus de sortie clairement formulée, donc plus de désir de sortie qui puisse se structurer durablement. L'errance n'est pas seulement subie chez Clark. Elle devient une forme d'inertie, presque de confort, ce qui est sans doute la proposition la plus dérangeante et la plus juste du film. C'est en cela que Backrooms se distingue des formes classiques d'horreur. Là où beaucoup de récits reposent sur la tension entre fuite et poursuite, entre menace et survie, le film installe un état intermédiaire permanent, où ni la fuite ni la confrontation ne sont vraiment possibles, parce que l'espace lui-même neutralise les conditions de ses actions, et parce que, pour Clark, une partie du problème est qu'il n'est plus certain de vouloir vraiment fuir, surtout depuis qu'il sait, ou qu'on sait pour lui, que ce qu'il fuirait en un sens, ce serait sa propre image. Ce qui devient alors véritablement inquiétant tient moins à la présence d'un danger qu'à l'impossibilité de le situer, ou pire, de vraiment désirer le voir disparaître. Un danger identifiable permet encore une stratégie, une anticipation. L'errance, elle, empêche toute anticipation durable, puisqu'elle redistribue sans cesse les coordonnées de ce qui est possible. On comprend alors pourquoi le film peut se lire comme une réécriture contemporaine du labyrinthe sans Minotaure, ou plutôt avec un Minotaure qui aurait perdu jusqu'au visage de l'altérité. Si le monstre s'efface, ou plutôt s'il arrive si tard, ce n'est pas pour alléger le récit, mais pour déplacer l'angoisse vers une autre strate, celle d'un espace et d'un homme, qui n'ont plus vraiment besoin de menaces extérieures pour produire de la peur, puisque la menace, on l'a vu, loge depuis le début à l'intérieur de l'homme lui-même. Si l'on accepte l'idée que Backrooms prolonge et actualise le mythe du Dédale, une question devient inévitable. Qu'est-ce qui, dans le film, joue aujourd'hui le rôle du fil? Non pas simplement un objet de secours, mais un principe d'orientation, une mémoire extérieure permettant de maintenir une continuité du sujet au cœur de la perte. Dans le récit antique, ce fil est confié par Ariane à Thésée et lui permet de s'engager dans le labyrinthe sans s'y dissoudre, en gardant un lien tangible entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'égarement et la possibilité du retour. Le film de Ken Parsons réécrit cette figure de façon plus concrète qu'on ne l'attendrait. Son Ariane, c'est Mary Klein,
la thérapeute de Clark, jouée par Renate Reinsve. Le rôle est presque trop littéral pour être un hasard. Une thérapeute est, par définition, censée être un fil, quelqu'un dont le métier consiste précisément à aider un patient à tenir ensemble le récit de sa propre vie, à retrouver une continuité quand tout semble s'effondrer. Marie tente cela avec Clark lors de leur séance, où il lui raconte ses expéditions dans les backrooms par bribes de plus en plus incohérentes. Mais l'ironie est là, presque cruelle. Celle dont le métier est d'aider les autres à ne pas se perdre porte elle-même le deuil récent de sa maison d'enfance, détruite peu de temps avant les événements du film. Le fil, chez elle aussi, est déjà usé avant même d'être tendu vers Clark. Et il y a quelque chose de frappant à ce que les deux personnages centraux du film portent chacun, à leur manière, le deuil d'une architecture perdue. Lui, celle qu'il n'a jamais bâtie, elle, celle qu'on lui a arrachée. Ce qui est décisif dans le mythe comme dans le film, ce n'est pas la sortie en elle-même, mais la conservation d'un lien, d'une trace, d'une continuité de l'expérience. Or, dans Backrooms, ce fil change de nature dès qu'il touche au réel contemporain. Il ne s'agit plus d'un objet unique transmis par une figure mythologique, mais d'une parole, d'une écoute professionnelle, fragile et faillible comme toutes les relations humaines. Le film semble suggérer en creux que nos propres fils d'Ariane modernes, la thérapie, les routines, les habitudes sociales, mais aussi les cartes numériques et les GPS, sont multiples, fragmentés, et ne recomposent jamais tout à fait une unité. C'est précisément au moment où ce dispositif de soins échoue que le vrai basculement a lieu. Marie, ne parvenant plus à raccrocher Clark au réel depuis son bureau, franchit elle-même le seuil pour aller le chercher. C'est un renversement notable par rapport au mythe originel. Dans la légende grecque, Ariane reste à l'extérieur. Elle tient le fil sans jamais entrer dans le labyrinthe. Ici, c'est l'inverse. Le personnage censé incarner l'ancrage extérieur se retrouve happé par le lieu qu'il était censé neutraliser à distance. Le danger jusque-là diffus se fait alors concret. C'est en présence de Marie que les créatures hostiles du lieu se manifestent vraiment, comme si l'espace réagissait à l'arrivée d'un témoin extérieur venu perturber sa logique close. Ce brouillage est d'ailleurs inscrit dans le décor du monde réel. L'équipe de décoration a délibérément donné au cabinet de Marie, comme au magasin de Clark, une palette de couleurs et de textures qui empruntent déjà, sans le dire, au vocabulaire visuel des backrooms. Mobilier daté, éclairage un peu trop cru, sensation diffuse que quelque chose ne colle pas tout à fait. Le bureau Marie est censé incarner l'ancrage extérieur, le point fixe depuis lequel on peut encore observer Clark sans se perdre soi-même, n'a donc jamais été un dehors aussi net que le mythe grec l'exigeait. Ariane, dans la légende, se tient hors du labyrinthe, sur un sol qui n'a rien à voir avec la pierre du dédale. Marie, elle, exerce déjà, avant même de franchir le seuil, dans une pièce qui porte en germe la même étrangeté que celle qu'elle s'apprête à affronter. On peut alors déplacer la réflexion vers un registre plus intime. Le fil d'Ariane n'est pas qu'une aide à la navigation, c'est aussi ce qui permet de dire j'étais là et je m'en souviens. Une condition minimale de continuité du soi dans le temps. Sans lui, on ne perd pas seulement son chemin, on perd la possibilité même de relier ses propres expériences entre elles. Dans les backrooms, cette dimension devient particulièrement sensible. L'espace semble effacer toute inscription durable, chaque couloir paraissant annuler la mémoire du précédent. Pour Clark, l'errance n'est donc plus seulement spatiale, elle devient temporelle. Il ne s'agit plus seulement de ne pas savoir où l'on est, mais de ne plus pouvoir affirmer avec certitude qu'on a déjà été quelque part. On peut se demander si le véritable fil d'Ariane contemporain ne serait pas au fond notre capacité fragile à maintenir une continuité intérieure dans un monde fragmenté. Plus qu'un objet extérieur, c'est une structure de mémoire et de récit personnel, aussi précaire qu'une thérapie interrompue ou qu'un livre de développement personnel, lu à voix haute sans grande conviction. Backrooms, en mettant en scène l'échec relatif de Marie à tenir ce rôle jusqu'au bout,
rappelle à quel point cette illusion nécessaire, celle que nos expériences s'enchaînent selon une logique suffisamment stable pour former une histoire, peut se fissurer vite, même chez ceux dont c'est le métier de la réparer. Il serait tentant de réduire Backrooms à une pure construction fantastique, un dispositif d'horreur né du jeu vidéo, du creepypasta et de l'esthétique internet, détaché en somme du réel. Le film travaille pourtant à l'inverse de cette séparation. Ce qu'il montre n'est jamais totalement extérieur à notre expérience quotidienne, mais plutôt son prolongement à peine déformé. Ce qui frappe d'abord dans l'univers du film, ce n'est pas l'étrangeté des lieux, c'est leur familiarité. On n'est pas devant des paysages fantastiques au sens classique, on est devant des espaces qui appartiennent déjà à une certaine forme de quotidien. Bâtiments fonctionnels, architecture standardisée, zones de transit, salles d'attente que l'on traverse sans vraiment les regarder. Le point de départ du film, un simple magasin de meubles discount, appartient exactement à cette catégorie. Et il y a quelque chose de particulièrement bien vu dans ce choix. Un magasin de meubles est censé être l'endroit où l'on va chercher de quoi rendre un lieu habitable, où l'on choisit un canapé, une table, les objets qui font qu'un espace devient un foyer. En faisant de ce lieu précis le seuil d'entrée vers l'anti-foyer absolu, un espace qui ne pourra jamais être habité, aménagé ni approprié, Backrooms installe une ironie discrète mais efficace dès sa première scène marquante. Et boucle la boucle avec son propre héros, cet architecte qui vend désormais le mobilier d'un foyer qu'il n'a lui-même jamais su construire, ni pour lui, ni pour personne. Les couloirs interminables, les moquettes industrielles aux motifs répétitifs, les néons fatigués, rien de tout cela n'est de l'invention pure. C'est une recomposition sensible de décors que l'on croise déjà, souvent sans y penser, bureau vide le soir, parking souterrain, aéroport en pleine nuit. Le film ne fait qu'extraire l'étrangeté latente de lieux que l'on a appris à ne plus voir. Il existe d'ailleurs, en anthropologie, un nom pour cette catégorie de lieux. Marc Auger les appelait dès 1992 des non-lieux, des espaces de circulation, de consommation ou de communication qui, à la différence des lieux anthropologiques traditionnels, n'organisent ni identité, ni relation, ni histoire. On y passe, on n'y habite pas, on y est identifié par un numéro de vol, un ticket de caisse ou un badge, jamais par un nom propre inscrit dans une mémoire collective. Backrooms ne fait sur ce point que radicaliser une intuition qu'Auger formulait déjà. Et si le non-lieu, poussé à sa limite logique, cessait purement et simplement d'être traversable? Le magasin de meubles de Clark, avant même sa bascule dans le labyrinthe, avait déjà toutes les caractéristiques du non-lieu. Un entrepôt de canapés en solde, où personne ne reste, où personne ne revient. Un endroit qu'on traverse, sans jamais vraiment y être. Le mot qu'Auger associe au non-lieu n'est d'ailleurs pas neutre. Il parle de surmodernité plutôt que de postmodernité, pour désigner un monde saturé d'espace, d'images et de références, où l'individu circule sans jamais vraiment s'ancrer nulle part. Cette surabondance, chez Auger, produit de la solitude plutôt que du lien. On traverse des dizaines de non-lieux par semaine, souvent sans en garder le moindre souvenir distinct, précisément parce qu'ils sont conçus pour être traversés vite et oubliés plus vite encore. Backrooms prend cette hypothèse au pied de la lettre et lui ôte sa seule échappatoire. Dans le film, on ne finit jamais par ressortir du non-lieu pour retrouver, ailleurs, un peu de cette mémoire et de cette identité que le non-lieu suspend le temps d'un passage. On y reste. Dans plusieurs séquences du film, cette logique devient perceptible dès que les personnages évoluent dans des espaces qui semblent avoir perdu toute fonction identifiable. Un bureau n'est plus un lieu de travail, une salle n'est plus une salle de réunion, un couloir ne mène plus vers rien de précis. Ce ne sont plus des lieux habités, mais des structures abandonnées à leur propre répétition. Et c'est précisément cette défonctionnalisation qui produit l'angoisse, bien plus que n'importe quelle apparition. Une question plus large se dessine alors. Et si notre modernité avait, sans le vouloir, multiplié ces espaces intermédiaires, ces zones de passage sans identité forte,
jusqu'à produire une forme de labyrinthe diffus, qui ne se concentre plus en un seul lieu, mais se dissémine dans la structure même de nos environnements. On pense aux grands centres commerciaux aux configurations répétitives, aux aéroports où les mêmes panneaux directionnels se succèdent à l'infini, aux parkings souterrains dont les niveaux finissent par se confondre. Autant de lieux où l'on circule sans jamais vraiment habiter, comme si l'on était toujours déjà en transit. Backrooms pousse cette logique à son terme, en supprimant même la promesse du transit. Dans le film, on ne va plus quelque part, on ne passe plus d'un point à un autre. On demeure dans une circulation sans destination. Le magasin de meubles de Clark, qui aurait dû être un lieu de passage ordinaire entre deux étapes de sa vie, devient le seuil d'un espace où il n'existe plus d'étape suivante. Il est intéressant de noter que l'angoisse du film ne surgit jamais vraiment dans les moments de danger explicite, mais précisément dans les moments de neutralité. Le silence des pièces vides, l'absence de conflit visible, la platitude sonore des néons. Tout cela contribue, paradoxalement, à intensifier le sentiment d'étrangeté, comme si l'absence même d'événements finissait par devenir suspecte. Le labyrinthe ici n'est plus caché sous la surface du monde, il est devenu la surface elle-même dans sa répétition, dans son homogénéité, dans son absence de rupture véritable. Ce succès d'estime a trouvé un écho commercial disproportionné pour un film de genre, ce qui n'est pas sans intérêt pour l'argument qu'on développe ici. Devenu à sa sortie l'un des plus gros succès de l'année, porté par un réalisateur de 20 ans, devenu le plus jeune cinéaste à dominer le box-office américain, Backrooms confirme, à sa façon très prosaïque, que l'angoisse du non-lieu ne relève pas d'une sensibilité de niche. Elle est suffisamment partagée pour remplir des salles entières. Toute réflexion sur le labyrinthe, mythologique ou contemporain, finit par buter sur une question simple en apparence, vertigineuse dès qu'on la prend au sérieux. Existe-t-il une sortie? Et surtout, que signifie vraiment sortir d'un espace dont la structure même semble organisée pour dissoudre l'idée de direction? Dans le récit antique, la réponse est relativement nette. Le labyrinthe de Dédale est un lieu dont on peut s'extraire, à condition de posséder le bon outil et la bonne aide. Thésée en ressort grâce au fil offert par Ariane, ce qui signifie que la sortie n'est pas tant une victoire solitaire qu'un geste de médiation, une articulation entre l'expérience de la perte et la conservation d'un lien. Backrooms joue sur un terrain plus incertain. Sans dévoiler la fin, on peut dire que le film choisit une résolution plus lisible que celle qu'aurait sans doute proposée la web-série originale de Ken Parsons. Cette dernière, diffusée par fragments sur YouTube depuis 2022, cultivait volontairement l'incohérence, obligeant les spectateurs les plus obsessionnels à reconstituer eux-mêmes, sur des forums, une chronologie éclatée sur plusieurs décennies fictives. À sa sortie en salle, le film a cristallisé un débat assez révélateur sur la question du mystère. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le reproche le plus fréquent, en France comme aux États-Unis, n'a pas été que Backrooms explique trop, mais plutôt l'inverse. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez cohérent, presque involontairement drôle, dans le fait qu'un film sur l'impossibilité de sortir du labyrinthe n'ait lui-même jamais vraiment fini de sortir des salles. Une version longue, comprenant un quart d'heure de scène supplémentaire, a suivi de près la sortie initiale, et la porte reste ouverte, si l'on peut dire, à une suite. Le mythe du Dédale, décidément, ne se referme jamais tout à fait, pas plus au cinéma que dans la salle de montage. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si Backrooms explique trop ou trop peu, mais si ce qu'il explique reste suffisamment inconfortable une fois expliqué. Et sur ce point, le film s'en sort plutôt bien, même lorsque le récit apporte des réponses sur la nature du lieu, sur les recherches menées par Phil au sein de son institut, sur ce qu'il advient de Clark, une forme de malaise persiste, logé moins dans l'intrigue que dans la texture même des images. Cette moquette, ces néons, cette manière qu'est le film de ne jamais rendre un couloir vraiment rassurant, même une fois qu'on croit en avoir compris la logique. Car sortir suppose toujours un contraste. Entrer et sortir, dedans et dehors, avant et après.
Le film ne détruit pas complètement ces distinctions, mais il les fragilise assez pour qu'on ne sache jamais tout à fait, en le quittant, si Clark est vraiment revenu, ou s'il n'a fait qu'apprendre à préférer l'intérieur du dédale à l'extérieur qui l'attendait. C'est peut-être là que se loge la proposition la plus honnête du film. Il ne prétend pas que tout le monde veuille sortir du labyrinthe. Pour certains, comme pour Clark, se perdre a fini par devenir plus supportable que se retrouver, plus supportable aussi que d'affronter ce qu'il reste de son ambition d'architecte, cette compétence sans emploi qui l'attend de l'autre côté du seuil. Reste une hypothèse plus inconfortable. Et si certains labyrinthes n'avaient jamais été conçus pour être quittés, non pas parce qu'ils seraient des pièges absolus, mais parce qu'ils correspondent, pour certains de ceux qui y entrent, à une forme de refuge sans lendemain, une situation où l'extérieur n'est plus pensé dans les mêmes catégories que l'intérieur. Borges, encore lui, achevait sa nouvelle sur le Minotaure par une chute d'une simplicité déconcertante qu'on peut résumer sans la citer telle qu'elle. Le héros venu délivrer la créature s'étonne, en la voyant enfin, qu'elle ne se soit même pas défendue. Il y a quelque chose de ce renoncement dans la trajectoire de Clark, qui n'a rien d'une défaite héroïque. C'est une forme d'abandon si tranquille qu'elle en devient plus inquiétante que n'importe quelle bataille perdue. Dans cette perspective, Backrooms ne serait pas tant un monde à fuir qu'une image de ce moment précis, où la fuite elle-même cesse d'être une catégorie qui fait sens, où l'on ne sort plus vraiment, mais où l'on continue simplement à se déplacer dans une continuité spatiale, sans rupture décisive. Peut-être que la vraie question, à la sortie de la salle, n'est pas de savoir comment on sort du labyrinthe, mais comment on habite l'incertitude de ne pas savoir s'il en reste seulement une, de sortie. Et si, comme Dédale l'aurait peut-être pressenti en construisant sa propre prison, la seule architecture qui compte vraiment n'est jamais celle des murs, mais celle qu'on construit ou qu'on renonce à construire à l'intérieur de soi.